est 23 heures et vous suivez le dernier carrefour d'information sur RTI 1 au sommaire de cette édition. Abidjan et Ouagadougou mutualisent leurs efforts pour mieux lutter contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso ont procédé lundi à la signature d'un accord de coopération à Abidjan. La convention permettra de stopper le banditisme transfrontalier. C'est l'un des produits phares des établissements financiers et bancaires. Les prêts scolaires s'avèrent indispensables pour les parents d'élèves à chaque rentrée des classes. Un crédit à la consommation qui permet de financer les études, mais qui fait grincer les dents chez les économistes au moment où les banquiers se frottent les mains. Et puis au Tchad, Haroun Kabadi, élu président du CNT, le Conseil national de transition. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été désigné après que son adversaire Kassiré Koumakoy se soit retiré. Les 93 membres du Parlement de transition ont aussi pris fonction. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. L'autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption du Burkina Faso est à Abidjan. Elle a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les deux organes de moralisation de la vie publique ont signé une convention. On fait le point avec Lansine Bakayoko. Ce protocole d'accord opérationnel d'assistance mutuelle et d'échange d'informations vise à formaliser les relations ivoiro-burkinabé, précisément en matière de lutte anticorruption. Le document, subdivisé en 3 sections, est composé de 13 articles. Tout en respectant la souveraineté aussi bien du Burkina Faso que de la Côte d'Ivoire, la Convention a pour objectif de créer les conditions d'une meilleure coopération entre les deux institutions en vue de prévenir, détecter, enquêter, combattre efficacement la corruption dans ces manifestations transfrontalières. Dans cette bataille, il faut que tous les acteurs se donnent la main pour que nous puissions créer un maillage serré afin d'endiguer les coups de boutoir de la corruption. Cette coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire marque le début d'un vaste chantier destiné à la mutualisation des efforts, notamment au niveau de la sous-région ouest-africaine. Un projet porté par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La lutte contre la corruption s'inscrit aujourd'hui comme une priorité dans toutes les politiques de développement de nos différents États. Dans un monde de plus en plus ouvert, où la concurrence est marquée par une évolution forte des technologies de l'information et de la communication, les flux financiers d'investissement privés sont davantage orientés vers les pays qui réalisent les meilleures performances en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cette visite de travail a également permis aux deux institutions d'analyser ensemble des dossiers communs et surtout de partager les expériences. Luc Marius Ibriga a sollicité l'appui de Ngolo Coulibaly au niveau de la stratégie burkinabé de lutte contre la corruption en cours d'élaboration. Et toujours au chapitre de la lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire est résolument engagée sur la bonne voie, la voie de la bonne gouvernance, et se donne les moyens d'assainir tous les secteurs. Ce mardi, l'inspecteur général d'État a reçu le contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État burkinabé, Théophile Awandoli, et Luc Marius Ibriga ont échangé sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La rentrée des classes rime avec la valse des préscolaires, une bouffée d'oxygène pour certains parents d'élèves qui remplissent les conditions d'accès à ce crédit, mais aussi une opportunité d'affaires pour les établissements bancaires qui en ont fait un véritable produit. Dans ce reportage que vous allez voir, une banque de la place avoue réserver une enveloppe de plus de 3 milliards de francs CFA par an à ces produits auxquels souscrit plus de 70% de sa clientèle. Interrogés sur ces prêts bancaires, certains économistes jettent un regard différent sur ces produits dont ils semblent se méfier. La suite, c'est dans ce sujet d'Eco Plus réalisé par Dangui Dangui. La rentrée scolaire bat son plein et donne souvent l'insomnie aux parents d'élèves, parfois réduits à prendre des prêts scolaires auprès des banques et établissements financiers.
pour le financement de la scolarité de leurs enfants. La dernière fois que j'ai pris 200 000, juste 200 000. Comme ça, tu rembourses pas autour de 25 000, quelque chose comme ça, donc c'est pas compliqué, quoi. Les banques nous financent pour aider à faire rentrer les enfants. Ça arrange beaucoup les parents. Une fois pris ça, ça m'a arrangé beaucoup. Beaucoup d'Ivoiriens interrogés, même ceux qui n'ont pas encore contracté de prêt scolaire, n'y voient aucun inconvénient. Un prêt scolaire, c'est bien. Ça permet aux personnes quand même de pouvoir scolariser leurs enfants. Ça donne un souffle quand même au budget de chaque foyer. Ce n'est pas tout le monde quand même à qui c'est facile. C'est une bonne chose. Vous pouvez aider quand même les démunis. Les parents qui sont beaucoup limités dans les dépenses, dans les finances, vous pouvez aider leurs enfants à pouvoir avancer dans les études. Je n'ai jamais payé parce que quand je travaille, je fais l'économie de mon argent pour scolariser mes enfants. Économiste et enseignant, Samuel Maté dit comprendre les raisons qui poussent de nombreux parents à prendre des prêts scolaires chaque rentrée, tout en jetant un regard mitigé sur la question. Il faut minimiser le prêt scolaire parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation extrêmement difficile, surtout en ces temps de Covid où les entreprises ferment leurs portes, que le prêt soit le dernier recours, que le prêt soit au minimum et que vous vous prépariez à toutes les options possibles. Pourtant, ces prêts scolaires dont les taux d'intérêt varient entre 6,5% et 8% en fonction des banques sont des produits bancaires bien prisés. Cet établissement bancaire consacre une enveloppe de plus de 3 milliards de nos francs par année aux prêts scolaires. C'est pour aider déjà les parents qui veulent scolariser leurs enfants de le faire à moins de coût et un taux très bas. En plus, c'est un produit d'appel. Selon elle, 70% des clients de son établissement touchent des prêts scolaires dont l'obtention obéit à des critères. Pour être éligible aux prêts scolaires, il faut être client particulier, titulaire de compte chèque ou un client professionnel disposant d'un compte vie domestique dont le revenu mensuel net est viré depuis au moins 3 mois. La durée du remboursement du prêt scolaire n'excède pas 1 an. La valeur d'un prêt scolaire ne vaut que par l'usage qu'on en fait, selon de nombreux experts. Les prêts scolaires sont aussi bien une opportunité d'affaires pour les banques et établissements financiers qu'une bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves. Reste maintenant à employer effectivement ces prêts au financement de la scolarité des enfants, appelés à transformer cet investissement en bon résultat scolaire. Voilà, c'était le dossier EcoPlus réalisé par Dangui, un dossier à revoir sur RTIA. Grâce à un soutien financier du président de la République, Alassane Ouattara, la municipalité de Bingerville vient de réaliser 4 nouvelles écoles. Le geste du chef de l'État, estimé à 400 millions de francs CFA, s'inscrit dans la dynamique de la politique du gouvernement. Une politique qui prône la Côte d'Ivoire solidaire et qui permettra à plusieurs élèves de la commune d'étudier dans de bonnes conditions. Et selon le maire de Bingerville, ces actions visent à renforcer le système éducatif pour d'excellents résultats scolaires. Le résultat, c'est dans le reportage de Walter Amadou Ouattara. Bingerville. La toute nouvelle école publique maternelle Gbagba Sud est désormais fonctionnelle. Lundi 4 octobre 2021, matin, les tout-petits des 3 sections que compte l'établissement sont encadrés dans les conditions actuelles. Ici, nous avons la petite, la moyenne et la grande section. Les enfants sont âgés de 2 ans et demi à 5 ans. Pour les 3 sections, nous avons 60 élèves. Pour le moment, comme nous attendons le matériel, donc nous sommes tous regroupés dans la même salle. La tournée de début de semaine de la responsable de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire permet justement une imprégnation de la situation. Et je constate qu'effectivement, il n'y a pas de matériel. Donc je vais remonter l'information à monsieur le député maire pour que le travail soit efficace au niveau des enseignants. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, cette école maternelle fait partie des 4 écoles qui bénéficient de nouveaux bâtiments grâce à un appui financier du président de la République, Alassane Ouattara. Le besoin en équipement exprimé rencontre une oreille attentive de la part de l'équipe municipale. 540 tables-bancs, des matériels didactiques et équipements de bureau sont offerts par le député maire de Bingerville. Cette année, nous avons reçu du président son Excellence Alassane Ouattara
un don de 400 millions, ce qui nous a permis de pouvoir construire ces établissements. Nous sommes venus remettre le matériel pour permettre aux enseignants de bien travailler. En plus de ces équipements, plus de 2000 kits scolaires sont prévus pour être distribués aux parents d'élèves en situation sociale précaire. C'est un acte de soutien à la politique du gouvernement dans son programme Côte d'Ivoire solidaire. L'EPP Bromain, EPP Savane, EPP Baba Sud et l'EPP Anader ont bénéficié de différents travaux. L'adduction en eau potable, l'électricité et la réalisation de latrines, sans oublier la clôture pour certaines de ces écoles, sont les futurs défis à relever pour la mairie de Bingerville. On change de cap pour parler maintenant d'économie et cette signature de convention entre la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, qui est un établissement financier de la place. L'accord s'inscrit dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des dispositions qui régissent la question des dépôts de garantie liés au cautionnement sur les marchés publics. Plus de détails avec Danki Danki. Construction d'infrastructures économiques, développement de l'agriculture, financement de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, la Caisse des dépôts et consignations CDC réinvestit les fonds qu'elle mobilise dans de nombreux domaines pas toujours intéressés par le secteur privé, et cela pour le bien-être des populations. La réalisation de cette mission passe entre autres par le respect des dispositions légales et réglementaires régissant la question des dépôts de garantie liés au cautionnement sur les marchés publics, notamment le respect du décret numéro 2020-246 du 19 février 2020 et entré en vigueur le 1er juillet 2021. C'est dans le cadre du respect de ce décret que Ecobank a signé une convention avec la CDC ce lundi dans les locaux de la Caisse à Cocody. La mission de la CDC, c'est de mettre en place une capacité d'investissement et de financement à long terme pour le pays. Et cette participation au développement de la Côte d'Ivoire, à côté des banques commerciales, est un rôle auquel nous croyons profondément. Le directeur de la CDC invite par ailleurs les autres établissements financiers à emboîter le pas à la première banque à respecter ce décret. Nous pensons que c'est une question d'ordre civique, c'est une question d'ordre réglementaire. Et nous pensons que chacun fera en sorte que nous puissions véritablement amener l'écosystème financier en Côte d'Ivoire à jouer véritablement son rôle. Créée en 2018, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire est une structure complémentaire du système bancaire et a entre autres pour mission la conservation et la gestion sécurisée des fonds publics et privés. C'est une panne mondiale qui aura duré 6 heures de temps. Facebook, Instagram et WhatsApp, les 3 services du géant de l'Internet, ont connu lundi une panne mondiale. Une panne qui a empêché des millions d'utilisateurs d'accéder à ces services en ligne. En Côte d'Ivoire, plusieurs startups en ont souffert et en dehors des désagréments, les pertes économiques sont énormes. Le constat de Cheikh Koné. Ce 4 octobre 2021 sera considéré comme le lundi le plus long de l'année pour les internautes du monde entier. Le shutdown occasionné chez le géant californien sur ses applications de messagerie et de partage de photos, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, a créé une panique généralisée ressentie à Abidjan. Blanche Adou est à la tête d'un institut de beauté dont la principale activité est la commercialisation de produits cosmétiques en ligne. Mais ce lundi noir, elle ne compte pas l'oublier de sitôt. Notre commerce dépend à 80% des réseaux sociaux et le problème d'hier nous a vraiment causé des soucis parce qu'on a l'habitude d'avoir des commandes 24 heures avant la livraison. Ce matin, on n'a pas pu faire les livraisons de lundi, on voit jusqu'à 180 200 000 francs. Oui, pour la journée d'hier. Depuis 3 ans qu'elle s'est lancée dans ce business, les réseaux sociaux ont toujours représenté la meilleure alternative pour booster ses ventes. Mais depuis, elle déchante. L'impact de ce bug mondial ne s'est pas seulement fait ressentir chez les vendeurs en ligne. Les entreprises de services spécialisées dans la formation et le conseil ont elles aussi été touchées. Au niveau formation, ça n'a vraiment pas impacté parce qu'on utilise d'autres plateformes pour pouvoir réaliser nos formations qui ne sont pas forcément en présentiel. Mais sur la partie conseil, ça a vraiment pénalisé certains de nos clients qui ne pouvaient pas malheureusement communiquer avec leurs clients. On a une cliente, elle avait du mal vraiment. Il y avait des clients qui avaient commandé, mais
comme ça ne marchait pas, elle ne pouvait pas appeler les clients, elle ne pouvait pas valider ses commandes. Donc plus d'une dizaine de commandes qu'elle n'a pas pu honorer hier. Donc c'est un manque à gagner. Dans l'ensemble, de nombreux usagers ont subi le coup. Chacun y va de sa mésaventure. Et je me suis dit que c'est mon téléphone qui avait un problème. Donc j'ai essayé de réinitialiser mon téléphone alors qu'il n'y avait pas de réseau. Donc mon téléphone s'est déprogrammé. Et j'ai passé toute la journée auprès de ces jeunes-là. J'ai même acheté encore un téléphone suite à cet incident. Bon, il faut dire que ça a gâté le moment passé. On n'arrivait pas à coordonner nos trucs, gérer nos business, correspondre avec des gens de l'autre côté et tout et tout. Pour les spécialistes du digital, les pertes économiques enregistrées doivent contribuer à réduire la dépendance aux réseaux sociaux. Tous les secteurs vitaux, tous les métiers ont été impactés hier. De l'e-commerce, en passant par la santé, en passant par la livraison, en passant par la sécurité, en passant même par l'information. Tous les métiers ont été impactés par le bug d'hier. Et on ne veut pas trop rentrer dans les chiffres, on attend d'avoir confirmation, mais il faut tourner autour de 500 millions de pertes hier en 5 heures de temps. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il est recommandé pour une entreprise ou bien pour une organisation, une institution, de varier les plateformes digitales. Deuxièmement, il ne faut pas aussi tout se digitaliser. Nous sommes quand même des humains. Hier, le bon vieux SMS fonctionnait. Le bon vieux appel téléphonique que beaucoup peut-être n'ont pas fait fonctionnait. Donc, il faut faire un dosage. La panne la plus importante jamais observée par le groupe Facebook et ses applications de messagerie lui a fait perdre près de 27 500 milliards de francs CFA en une seule journée. Autre chose à présent, la commémoration de la journée de l'unité allemande s'est déroulée hier lundi à Abidjan. Elle symbolise la réunification des deux États allemands et est célébrée tous les 3 octobre. C'était en présence de plusieurs membres du corps diplomatique et des membres du gouvernement. Laure Goretti. Le 3 octobre 1990, après plus de 40 années de division, l'Allemagne ne forme à nouveau plus qu'un seul et même État. Moins d'un an après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, les territoires de la République démocratique allemande intègrent la République fédérale d'Allemagne au titre de l'article 23 de la loi fondamentale de celle-ci. Depuis, l'Allemagne célèbre tous les 3 octobre la journée de l'unité allemande. Ici, en Côte d'Ivoire, l'ambassade de l'Allemagne a commémoré ce jour anniversaire de la réunification du pays. Il s'agit d'une journée symbolique pour un événement politique, pacifique et solidaire, une journée de victoire pour la liberté dans le monde entier. Cet événement était l'occasion pour l'ambassadeur Ingo Herbert de réaffirmer l'engagement de son pays à soutenir la Côte d'Ivoire. L'Allemagne est disposée à soutenir la Côte d'Ivoire en matière de stabilité, de sécurité, de démocratie, des droits humains et particulièrement en matière de développement économique. Les énergies renouvelables, le programme pour l'emploi et la promotion des PME, la formation professionnelle, l'agriculture et la biodiversité étant les principaux axes de notre engagement pour les années à venir. C'était la 31e année de célébration de la réunification de l'Allemagne et la 61e année des relations officielles entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Le reportage de Laure Goretti était commenté par Abou Sanogo. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 5 octobre 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 2294 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs, 82 guéris et 12 décès. À la date du 5 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 60 481 cas confirmés, dont 58 474 personnes guéries, 652 décès et 1355 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 029 903. Le 4 octobre, 37 551 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 334 426 doses du 1er mars au 4 septembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
Santé toujours, l'Afrique à ce jour représente à elle seule 66% des décès maternels dans le monde et c'est pourquoi les directives de l'OMS sur la santé reproductive et maternelle font l'objet d'une rencontre entre les membres de la Société africaine de gynécologie et obstétrique. À Yamoussoukro, ils se sont réunis. Les participants ont préconisé des solutions. Le point de la rencontre avec Kader Sogodogo. Avec 66% de décès maternels, l'Afrique reste le continent le plus affecté dans le monde. Les dernières statistiques réalisées en la matière ne sont d'ailleurs pas reluisantes pour la Côte d'Ivoire. Plus de 600 décès pour 100 000 naissances vivantes. Des directives pour sortir de l'ornière existent et sont à l'ordre du jour de cet atelier de Yamoussoukro entre la Société africaine de gynécologie obstétrique et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette rencontre se situe dans le cadre du pré-congrès de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi. Il s'agit de directives pertinentes, de standards d'activité qui permettent justement une accélération de la réduction de la mortalité maternelle, que l'OMS a édicté depuis des années, que l'OMS met à jour de façon régulière et qui doivent se traduire sur le terrain, être appropriés par les différentes sociétés savantes pour que notre action sur le terrain soit efficace. Et donc, nous avons voulu faire ce pré-congrès, inviter l'ensemble des pays membres de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Il y a une vingtaine de pays membres de cette association scientifique, de cette société scientifique. Fort heureusement, il y a 18 qui ont répondu et qui ont amené des délégations. Donc l'ensemble de ces représentants vont discuter, vont s'approprier ces standards, ces directives et normes pour pouvoir les traduire donc, dans leurs pays respectifs. C'est l'importance de ce pré-congrès qui va durer 2 jours. L'OMS tient à rappeler les indicateurs. On nous invite à réduire de moitié au minimum le ratio de mortalité maternelle et de réduire de 2 tiers pour le cas de la Côte d'Ivoire ce ratio de mortalité maternelle dans les 5 ans à venir. Parce que les dernières années seront consacrées à la consolidation et aux évaluations. La Société de gynécologie obstétrique va tenir dans 72 heures à Yamoussoukro son congrès. Le thème est évocateur. Rôle des sociétés savantes sur les indicateurs de la santé de la reproduction dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Les soldats de la qualité, c'est un nouveau projet de formation lancé par l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. Il concerne les étudiants en attente d'affectation au nombre de 1500. Ils seront formés sur le principe de base de la qualité. Rascando. La qualité des soins administrés et le mauvais accueil sont souvent décriés par les patients dans les hôpitaux publics. L'accueil, ce n'est pas du tout ça. Souvent, si tu arrives avec ton malade, on peut bien t'accueillir, mais ce n'est pas le cas. Souvent, on ne sait pas à qui se confier. On tourne. Face à cette réalité, l'Institut national de formation des agents de santé INFAS vient de lancer un projet baptisé Formation des soldats de la qualité. Il sera exécuté au sein des différentes antennes de formation de l'INFAS. Les services de santé doivent avoir un visage nouveau. Les nouvelles générations de professionnels de la santé vont s'engager à s'approprier tous les concepts de la qualité et surtout à les mettre en pratique. Il s'agit de développer en eux un leadership qui va leur permettre, qu'ils soient en groupe ou bien qu'ils soient dans un service ou de manière individuelle, ils puissent à tout moment se préoccuper du patient. Ce projet de formation dure 1 mois et concerne les étudiants en fin de formation et ceux en attente d'affectation. Les soldats de la qualité vont venir appuyer déjà ce que l'INFAS nous a déjà enseigné. Beaucoup de choses se disent sur le terrain, mais il faut déjà dire que l'habitude n'est pas la norme. Et la norme, c'est ce qui nous a été enseigné à l'INFAS, c'est de suivre le patient, c'est de le prendre dans son entièreté, c'est-à-dire déterminer tout ce qui est difficulté qu'il pourrait avoir et trouver le moyen de le satisfaire. Méthode de résolution de problèmes, art oratoire dans l'amélioration de la qualité,
leadership de l'agent de santé dans la qualité des soins. Autant de modules qui seront dispensés pendant la formation. Autre chose à présent, le week-end dernier, la Côte d'Ivoire a défendu avec brio sa ceinture intercontinentale de poids moyen IBA. Les champions Youssouf Doumbia était l'invité du journal le 20h. Avec Fatou Fofana, il est revenu sur les temps forts de sa victoire face à l'Italien Francesco Lesi lors du choc des titans. On l'écoute. Alors on voit déjà devant vous des ceintures, elles sont au nombre de 3 qui sont assez impressionnantes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Ok, je voulais présenter les ceintures. La bleue, c'est champion d'Afrique. La rouge, c'est intercontinental Amérique latine. Le rouge, c'est intercontinental l'Europe. Wow. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait pour devenir boxeur, pour devenir surtout un grand boxeur avec tous ces titres? D'abord, la boxe, c'est un sport qui n'est pas facile. Il faut l'aimer d'abord. Quand tu aimes, tout vient derrière. Avec le boulot, ça va. Comment le secteur de la boxe se porte aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça bouge? Avant, ça ne bougeait pas. Dès l'arrivée de mon promoteur, Jimmy, les trucs ont commencé à aller maintenant. D'accord. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour ce combat-là, pour gagner cette deuxième ceinture intercontinentale? Comment ça s'est passé? On a vigilé le combat, moi avec mes coachs. Le promoteur, il a mis tous les moyens pour que la ceinture reste en Côte d'Ivoire. On a vigilé le combat, l'Italien. Bon, c'était pas un adversaire qui était facile. Mais on a vigilé, on a mis un plan en attaque. Après, le juge, on a mis le plan en pratique et ça a marché. Et ça a marché, les résultats ont été bons. Ouais. Alors, votre prochain défi, c'est quoi après cette ceinture? Après cette ceinture, on vise le mondial. Le mondial. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Enfin, prêt. Ouais. La Côte d'Ivoire peut compter sur vous. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer à tous ces jeunes qui veulent devenir boxeurs, qui se reconnaissent aujourd'hui en vous? Qu'est-ce qu'il peut leur dire? C'est le boulot. Il faut se mettre au boulot et le courage, la motivation est déterminée. Les coups de la vie, un recueil de nouvelles d'Anzata Ouattara affiche son tome 7, un ouvrage dédicacé récemment au Palais de la Culture de Treichville. C'était en présence de la ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Yannick Efoumi Isaïo. Dans le 7e tome de sa série d'ouvrages littéraires intitulé « Les coups de la vie », la journaliste écrivaine Anzata Ouattara, dans un style littéraire accessible à tout public, relate 17 témoignages de vie inédits. Trahison, coups bas, injustice, jalousie, cupidité sont entre autres les sujets abordés par l'autrice. Anzata Ouattara assure ses lecteurs que ce chef-d'œuvre fera l'objet d'une adaptation télé. Ça a commencé avec le tome 1, avec Lully Grâce Productions, déjà avec les coups de la vie adaptés à l'écran. Et donc le tome 7 aussi va forcément suivre ce chemin-là. Marraine de l'événement, Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ne manque pas de rendre hommage aux pionniers des belles lettres ivoiriennes avant de féliciter sa filleule. Anzata Ouattara apporte quelque chose de nouveau à notre littérature sur bien des plans. Dans le monde difficile des lettres, elle a inventé son propre horizon. Elle s'est ouvert sa propre voie en mettant en récit les tranches de vie des personnes comme vous, comme moi, comme tout le monde. Le coup de la vie est un recueil de nouvelles de 108 pages, desquelles les lecteurs tireront à coup sûr des leçons de vie. Un monument du théâtre ivoirien s'est couché dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier. Léonard Groguier s'est éteint à l'âge de 82 ans et avec lui, il emporte l'une des plus belles pages de l'histoire des arts et de la télévision ivoirienne. Un hommage à titre posthume lui a été rendu. C'était en présence du directeur général de la RTI et de la ministre de la Culture. Le témoignage de Yannick Efoumi avec le commentaire de Franck Kouadio. Un baobab s'est écroulé dans la nuit du 3 au 4 septembre 2021. Un monument du théâtre s'en est allé à l'âge de 82 ans. Léonard Groguier, le Louis de Funès ivoirien, est décédé. Sa famille artistique lui rend hommage avant de l'accompagner à sa dernière demeure. Il fut un grand formateur pour moi.
C'est lui qui m'a formé. Il a fait le premier pas ici à l'INSAC. Et c'est lui qui m'a conduit dans la cour de la RTI pour l'émission Comment ça va. Donc vraiment, c'est une grande perte pour moi. Mais c'est aussi une réjouissance parce qu'il n'a pas vécu inutile. Nous demandons deuil national aussi, au moins une seule journée pour ce monsieur qui a tant fait pour notre pays. Des enfants biologiques affligés, ils s'expriment leur douleur et leur reconnaissance à l'endroit des artistes, des autorités et du peuple ivoirien. Kaloua, notre Père adoré, peut désormais, et grâce à vous, s'envoler vers la lumière. Repose en paix, papa. Nous t'aimons à l'infini. Léonard Agrogué aura été d'un apport inestimable à l'enrichissement du contenu de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, devoir de mémoire fait par le directeur général Fosseni Dambélé. La RTI, son comité de direction, ses agents, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain resteront éternellement reconnaissants à Léonard Agrogué. Champion, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour notre pays. Va, repose en paix. Cette cérémonie hommage à l'illustre disparu s'est achevée par une procession effectuée par la famille biologique et artistique de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à la RTI. Et dans l'actualité hors de chez nous, les 93 membres du Parlement de transition au Tchad désignés fin septembre par le chef de la junte Mohamed Idriss Déby Itno ont été installés ce mardi. Et c'est Haroun Kabadi, l'ancien président du Parlement, qui en occupe la présidence. Il a été élu par acclamation à la tête du Conseil national de transition ce mardi. Le Conseil national de transition est composé d'au moins 30% de députés de l'Assemblée nationale sortante, de 30% de femmes et de 30% de jeunes. Et puis hors du continent africain, en France, le rapport sur les abus sexuels dans l'Église de France, un rapport de 2500 pages préparé depuis 2 ans et demi vient d'être publié. Selon le rapport, ces prêtres et religieux ont fait 216 000 victimes depuis 1950. Le document provoque un choc qui constituera un tournant dans l'histoire de l'Église. C'est la fin de cette édition d'information sur RTI 1. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonsoir et que la paix soit chez vous.